Bien, bonsoir à tous. Merci de rester pour cette dernière table ronde. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas tous présents enfin, physiquement pour cette table ronde. Moi, je vais introduire les participants. Donc, l'idée de cette dernière table ronde, c'était de discuter dans la question, enfin, dans le thème global des transitions, discuter de la promesse des communs. De quel sens peut être investi ce concept des communs? Quelles pratiques il peut permettre de ressaisir, de désigner? Est-ce qu'il peut être aussi une sorte de mot fédérateur pour imaginer une façon de concevoir des projets de développement, les développer? Voilà, donc on va réfléchir autour de cette notion de commun en s'intéressant plus particulièrement avec nos trois premiers intervenants à des questions d'agriculture paysanne en Amérique latine et en Afrique. Donc Paolo va nous introduire le travail qu'il a porté notamment au Brésil et avec Amira. Ensuite, nous parlerons avec Marie Claver qui reviendra sur son terrain sénégalais. Donc Paolo, je vous laisse tous les deux avec Amira commencer. Voilà. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est elle qui parle. Peut-être qu'Amira, vous pouvez ouvrir votre caméra, si vous en avez une sur votre ordinateur. I just say to Amira that she can open maybe. Yes, the camera. Okay. But it's not big No, one. I'll have to put here. Gracias. Where's the presentation? The presentation? Here. But you have to make the partage. Ah, Go back to open it here. no. Partager. Yours. Yeah. It's okay. Perfect. It's okay? Yeah. Buenas tardes. Voy a hablar en portuñol. Voy a compartir esta presentación con la compañera Mira, que está en Bolivia. Desafortunadamente no está aquí con nosotros. Hola, Mira. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes allá. Bueno, combinamos, yo empiezo y paso a ella para que presente una experiencia más concreta de la investigación, acción participativa que organizamos en el marco del CPP en Latinoamérica. Bueno, esto fue una red de investigación que ha involucrado un conjunto de copartes de Secur Católic en Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Después Amira detalla un poco más las organizaciones, su ubicación geográfica y todo más. La primera parte aquí es más para explicar la fundamentación y los objetivos de la investigación. Amira presentará el desarrollo, la metodología y algunos resultados, y yo cierro con algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, de tener en cuenta la idea de que investigación, acción participativa hecha a nivel de comunidades, en diferentes sitios, y como es como contar una micro historias de comunidades que están todas influenciadas por una macro historia. Entonces, si vemos la historia misma de la América Latina, sobre todo en el siglo XX, que foi todo um processo de avanço dos processos de mercantilização, os projetos de desenvolvimento, todo, temos dois marcos muito importantes para todos os países. E toda a questão agrária em nossos países foi muito marcada, primeiro, por esta Aliança por el Progreso, década de 60, onde se inaugura o projeto de modernização em Latinoamérica, que é com a Revolução Verde, e todo um marco, um câmbio institucional das políticas públicas, a modernização agrícola, que já sabemos. Passarei rápido por isso. Segundo momento crucial
1994, a firma do Acordo Agrícola da Organização Mundial do Comércio, que coincide com o regime neoliberal, regime agroalimentário neoliberal, e desde aí também um segundo marco de cambios muito acelerados em los sistemas agroalimentários e em la questão agrária em nossa região. Então, a partir do regime agroalimentário neoliberal se empieza uma concentração de poder muito forte em grandes corporações que se formam como se fossem grandes impérios agroalimentários que estabelecem com os territórios uma relação de dominação, não? E há um avanço muito rápido, muito acelerado, uma reconfiguração de los sistemas alimentares. Então, agriculturas especializadas, totalmente dependentes do mercado globais. Não? Então, a ideia de nossa investigação foi exatamente de ter em conta territórios em uma primeira escala, em uma segunda escala, unidades familiares, campesinas ou indígenas, que são unidades entendidas como agroecossistemas. Essas unidades estão muito, por el projeto mesmo de modernização, muito dependentes das corporações de insumos e serviços e, à la vez, também produzem commodities para este tipo de cadenas verticais. Bueno, então, há, por outro lado, uma perspectiva de compreender, e aí entra a investigação, o que chamamos de los dispositivos de ação coletiva. São comunidades que, historicamente, têm processos de conservação, ação coletiva, organização local, e este dispositivo de... Isto não está muito bueno, isto deveria estar na pantalla, pero vai lá. Estou passando dois a la vez. Então, os dispositivos de ação coletiva são arreglos exatamente onde se produzem, se defendem, se organizam os comunes. Não? Bueno, os comunes, então, é uma relação entre... Aqui é um exemplo de um grupo de mulheres que conservam as suas semilhas, não a agrobiodiversidade como um comum generado a nível de comunidades, não como guardianas, e se identificam como guardianas. E aí há um conjunto de outros exemplos, o próprio conhecimento, a gestão do conhecimento, as semilhas, a ajuda mútua, os mercados, são várias evidências que foram exatamente estudadas em esta investigação, como que estes processos de produção, defesa, gestão de comunes historicamente existem, como foram afetados por os processos de modernização e como as comunidades mesmas vêm defendendo e desenvolvendo os comunes. Eu não ha dicho antes, pero estas comunidades são muito heterogêneas em termos de, vamos dizer, de tradicionalidade ou de vinculação à economia de mercado. Temos desde comunidades indígenas muito alejadas do mercado capitalista, hasta comunidade de agricultura familiar muito vinculada às commodities, às cadenas. Então, é muito heterogêneo, não? Temos oito realidades muito heterogêneas. Bueno, a ideia é de ter em conta que há fluxos econômicos que são exatamente orientados entre as famílias através dos dispositivos de ação coletiva, não? Que há trabalho para manter um banco de semilhas, uma ajuda mútua, pero isso também, estes processos mobilizam recursos para os agroecossistemas. Então, a ideia nossa, e muitas comunidades se relacionam, pero há conflitos de projetos em uma mesma comunidade. Então, vemos aqui dois agroecossistemas, um muito vinculados a uma economia de comunes e outro muito vinculado a cadena vertical de commodities. Então, há uma heterogeneidade de agricultura familiar em um mesmo território. Ou seja, não há que tomar as comunidades como um todo homogêneo, ou seja, a própria modernização impulsa uma heterogeneidade de diferentes níveis de vinculação à economia de mercado ou mais uma economia local de reciprocidade. Bueno, então, e há, evidente,
comunidades que se relacionam com outras comunidades e formam grandes redes econômicas a nível de território. Então, hablamos de redes territoriales, ¿no? Redes sociotécnicas territoriales. Bueno, entonces, nuestra hipótese es que los comunes creados, manejados, defendidos por meio de variados arreglos de acción colectiva en territorios y comunidades campesinas e indígenas são elementos centrais para sostener economias locais, dinâmicas e autônomas capazes de assegurar a reprodução social e ecológica a largo prazo. Bueno, e nesse sentido, devem ser reconhecidos e fortalecidos por las políticas públicas orientadas à promoção da transição ecológica justa. Ou seja, há aqui também uma reflexão sobre o rol das políticas públicas em las economias de comum. Ou um rol destrutivo, negativo, ou um rol de apoio. E aí estudamos as duas situações. Bueno, os objetivos foi produzir conhecimento junto com as comunidades, fortalecer o debate e reflexão de ação de relação ao cuidado a los comunes e lo que interessa a nós, como rede de CPP, sistematizar princípios e práticas comunes entre as comunidades, territórios e então intercâmbio entre os diferentes grupos. E algumas perguntas de base. Como os comunes estão sendo preservados e ou desenvolvidos ou destruídos através do tempo. Então, foi feita, a Mira vai apresentar um exercício de ver uma análise longitudinal das comunidades. Quais são os fatores responsáveis por la conservação ou por la destruição? Quem são os sujeitos coletivos responsáveis por la gestão de los comunes? E quais são os aportes e consequências dessas trajetórias para o processo de transição ecológica justa. Bueno, a ideia foi o uso de um método que chamamos LUME, que já vou explicar por quê, um método de análise econômica ecológica de agroecossistema, que é basado em uma ideia muito básica que discutimos hoje por la manhã aqui. É como dar visibilidade a lo que é invisibilizado por el paradigma convencional, por la economia convencional, e esta é a representação de uma economia agrícola a partir de uma mirada da economia neoclássica. Vienen recursos de mercado, são convertidos através do trabalho e vão recursos ao mercado. Então, o cálculo econômico é um cálculo de rendimento financeiro, unicamente, esta é a economia, e deixa afuera um conjunto de outros fluxos invisibilizados, que são exatamente os circuitos não mercantiles, que é exatamente onde estão os comunes. Não? O trabalho para a produção de autoconsumo, o trabalho comunitário, o trabalho de mulheres para cuidados, a cooperação local, nada disso está no mercado. E por não estar no mercado, está invisibilizado da contabilidade pública. Pero estes aí, e tratamos muito de compreender estes mercados territoriais, onde se flui uma quantidade enorme de mercancias, pero invisibilizado das estatísticas também. Ou seja, se não está em las grandes cadenas, está fora da estatística. Então, há uma produção de ignorância, não? A partir de uma mirada clássica da economia clássica sobre a agricultura familiar. Então, o LUME é exatamente de compreender todos esses fluxos e compreender que é como se fosse um iceberg, esta economia. E a mirada convencional solamente mira uma mirada arriba do iceberg, pero há toda uma parte invisibilizada e a economia é o iceberg todo, e não somente o que está arriba. Aqui é importante, e já passo para a Mira, é que de ter em conta que a parte de baixo do iceberg é exatamente onde está a economia de comunes. E essa parte é que sustenta, é que dá sustentabilidade à economia como todo. Os projetos de modernização muito focados na parte de arriba, pode crescer a parte de arriba, pero abaixo está muito débil. E aí está a falta de resiliência da agricultura nossa, porque exatamente não constrói
suelo fértil, una biodiversidad, las semillas propias, la producción propia de autoconsumo, relaciones sociales, relación de confianza, mercados locales, y todo eso cria una trama de flujos que permite exatamente uma sustentabilidade mais a largo prazo. Esta é a parte de baixo do iceberg. E por isso os comunes são fundamentais. E se não damos a mirada a toda esta economia, orientamos as políticas públicas solamente para fortalecer a parte de arriba. Esta é a visão mais tradicional de los projetos de desenvolvimento agrícola. Bueno, Amira, te paso para que sigas desde aquí. Gracias. Bueno, voy a explicarles cómo hemos desarrollado la investigación acción participativa y también presentarles un estudio de caso de manera muy general. El estudio, como bien lo ha mencionado Paulo, se ha desarrollado en 8 comunidades, 3 en Brasil, 2 en Perú, 2 en Bolivia y 1 en Colombia. Siguiente, por favor. ¿Cómo se hace para poner? En esta otra diapositiva vamos a ir viendo específicamente, caracterizando un poco a estas comunidades. En Brasil se ha trabajado en la comunidad de la aldea Moirai, del pueblo Mura, que alberga 80 familias y se encuentra en la Amazonía. Gracias. En la Amazonía de Brasil, ¿no? Esta comunidad es indígena y tiene muchos problemas o ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia, sobre todo por la deforestación, basada también en la ganadería del búfalo, ¿no? Y también hay explotación minera, ¿no? En el este de Brasil se tiene a la comunidad tradicional de Fundo de Pasto, de Uricuri, que se encuentra en el semiárido brasileño con 51 familias, ¿no? Y ahí estaba facilitando el estudio la organización ASA, Articulación Semiárido Brasilero, y también IRPA. Esta comunidad tiene diferentes problemas, pero principalmente la falta de agua, ¿no? Entonces se crean diferentes mecanismos para poder justamente organizarse y gestionar este bien común, ¿no? También en Brasil, al sur, se ha trabajado con la comunidad invernada, con 120 familias, y en este caso ha sido facilitado por la organización ASPTA, Agricultura Familiar y Agroecología, ¿no? En el norte, con el pueblo Mura, ha facilitado el Consejo Indigenista Misionario. En el caso de la invernada, existen bastantes problemas de expansión del agronegocio y contaminación biótica, ¿no? Por transgénicos principalmente, ya que existe una gran producción de tabaco, ¿no? En la región. Y bueno, la comunidad también ha trabajado mucho en la conservación de semillas criollas. Siguiente, por favor. En Perú se ha trabajado en la comunidad de San Antonio de Culiachaca con 120 familias. Y bueno, en esta región, que es una región alta, en los Andes, se tiene una gran producción de papa, ¿no? Con muchas variedades de papa, donde la agrobiodiversidad es su principal bien común. En el norte de Perú se ha trabajado en la Amazonía, en la región Loreto, con el territorio integral Cucama, del pueblo Cucama, Cucamiria, con 61 comunidades, ¿no? En este caso ha facilitado la Organización Centro Amazónico de Antropología y Aplicada Práctica, CAP, y en el anterior caso APRODE, ¿no? En el caso de la región Loreto, es una comunidad también, bueno, son varias comunidades indígenas que han estado sufriendo muchas amenazas y bueno, también han sido afectados por la producción de hidrocarburos, ¿no? O sea, por la extracción de hidrocarburos. Entonces han sufrido contaminación y también han sido afectados en sus derechos territoriales. Siguiente, por favor.
En Colombia se ha trabajado en la comunidad de la Vereda La Floresta con 24 familias en Puerto Guzmán, Putumayo, que también queda en la Amazonía colombiana y bueno, ahí también ha existido bastante deforestación en la comunidad y la comunidad ha respondido también con la producción bueno, con la implementación de sistemas agroforestales, por ejemplo. Siguiente, por favor. En Bolivia se ha trabajado al sur de Bolivia con ACLU en la comunidad de Padilla, en Chuquisaca, que alberga 34 familias, donde su principal problemática ha sido la escasez también de agua, ¿no? Y de cierto modo también la contaminación, ya que anterior a una transición, podemos decir, ecológica justa, se tenía también bastante producción agrícola no agroecológica, ¿no? En el norte de Bolivia se ha trabajado en la comunidad de Puerto Rico, en la comunidad de Jericó, perdón, del municipio de Puerto Rico, con 32 familias, donde, bueno, se tiene una gestión colectiva del territorio y donde se desarrolla una recolección de frutos amazónicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la metodología, hemos utilizado el método LUME, siguiente, con dos etapas, ¿no? Una primera etapa con talleres comunitarios donde se ha evaluado la línea de tiempo de la comunidad, identificando diferentes hitos, ¿no? En relación a diferentes aspectos como educación, infraestructura, la situación agraria, ¿no? También las políticas públicas que se han dado a favor o en contra tal vez de los comunes y bueno, también en estos talleres se han identificado con la comunidad qué bienes comunes se han estado gestionando, ¿no? En una siguiente etapa se han dado los talleres familiares que a través del método LUME también, ¿no? Permiten evaluar la línea de tiempo de la familia, la estructura y función del agroecosistema y un atributo que es la autonomía. Siguiente, por favor. Un poco más específicamente para explicar la metodología con el método LUME, o a través de este método nos ha permitido hacer recorridos, ¿no? Para identificación, por ejemplo, de los subsistemas en el agroecosistema y también el capital territorial de la familia. Se han identificado a través de un cuadro la composición del núcleo social de gestión del agroecosistema, que viene a ser la familia. Se ha identificado cuántos miembros tiene, qué edades tienen, si viven o no en el agroecosistema, cuál es su aporte, etcétera, ¿no? Y el acceso a tierras y otros espacios ambientales. También se ha desarrollado esta línea de tiempo del agroecosistema basados en el inicio de la conformación de la familia e identificando diferentes hitos, ¿no? Que pueden ser a favor o en contra del agroecosistema, ¿no? Me refiero a que si han habido hitos donde, por ejemplo, se han recibido insumos o equipamiento o se ha recibido capacitación o por el contrario, han existido algunos efectos ambientales que han afectado el ecosistema, como grandes inundaciones, heladas, o políticas públicas también que les han afectado, ¿no? Entonces se ha conocido se ha desarrollado ese ecosistema, básicamente, ¿no? Se ha desarrollado este croquis que ustedes ven también ahí en el cuadro, donde se ven los flujos de productos, ¿no? De insumos, productos, también los mediadores, ¿no? Dentro del agroecosistema que facilitan el desarrollo del mismo y se ha evaluado la división del trabajo entre los miembros del NSGA, ¿no? O sea, quién hace qué actividades y cuánto tiempo le dedica o quién decide también, ¿no? En relación a lo que se va a hacer con el agroecosistema o tal vez las tareas laborales, etcétera, ¿no? También se ha evaluado el análisis del atributo de autonomía, como les decía, en relación principalmente a diferentes mercados, ¿no? Si es los mercados territoriales o comunitario,
etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente también se ha hecho una retroalimentación a la familia para mostrarles los avances y ver también qué otros insumos ellos consideran importantes incluir. Siguiente, por favor. Bueno, en las comunidades se han identificado la gestión de diferentes bienes comunes, pero principalmente hemos identificado en general al agua, y como les decía, ¿no? En las comunidades del este de Brasil y también al sur de Bolivia. Siguiente. La agrobiodiversidad, muy representativa en la gestión de bienes comunes en Perú, en la comunidad de Culichaca, o también en el trabajo que ha realizado ASPTA, en la invernada, ¿no? Y también la gestión de la biodiversidad también en los bosques amazónicos, ¿no? De las diferentes comunidades. Siguiente. También se ha identificado como un bien común el territorio, ¿no? En la gestión integral de ese territorio como uso común, con ejemplos claros en las comunidades indígenas tanto de Perú como de Brasil, pero también en la comunidad de Jericó en la Amazonía boliviana. Siguiente. Acá para mostrarles un estudio de caso, voy a presentarles este estudio, ¿no? Es la gestión integral de bosques y su impacto en la preservación de los comunes en Jericó, Puerto Rico, Amazonía boliviana, donde voy a mostrarles un poquito cómo ha sido la historia, ¿no? Qué hitos se han identificado. Esta comunidad tiene tenencia de acceso colectivo, tiene una superficie de 6.500 hectáreas aproximadamente y todo el territorio también está gestionado bajo un plan de gestión integral de bosques y tierras. Bueno, Jericó antes de 1950 era parte de lo que es un latifundio, ¿no? O sea, en ese entonces era propiedad, ¿no? De un solo dueño y en 1950 ya pertenecía a la empresa Hecker que aprovechaba la siringa, ¿no? El caucho o la goma. En 1989, esta empresa Hecker, debido también a la baja en el precio de la goma, desiste de continuar trabajando en el área y en ese rubro. Y en esta época es donde ya se empieza a conformar, ¿no? La comunidad con los primeros habitantes bueno, se quedan porque mucha de la gente que trabajaba en esta empresa también se va a otros lugares, ¿no? Ya que no tenía trabajo. Entonces se conforma la comunidad, pero como no se tenía una organización clara del territorio, entonces posterior a eso, hay un ingreso de muchas empresas madereras que hacen, bueno, la extracción de la madera de manera intensiva, ¿no? Ocasionando grandes deforestaciones en el área, ¿no? En el 2001 ya se inicia el proceso de saneamiento de la tierra de la comunidad. En el 2012 la comunidad empieza a implementar los primeros sistemas agroforestales. Y en el 2016 se aprueba el Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierras por la ABT, ¿no? Que es una institución gubernamental en Bolivia que regula justamente, ¿no? Todo lo relacionado a la explotación y aprovechamiento de bosques. Bueno, aquí es importante mencionar que este plan de gestión integral de bosques y tierra les permite a ellos, a la comunidad, tener un ordenamiento territorial, ¿no? Les permite saber cuándo y dónde se debe cosechar. La base productiva de esta comunidad es la recolección de castaña y de azaí, ¿no? Y también de otros, en menor medida, de otros frutos amazónicos. En el 2015 ya se constituyen asociaciones como AFIPA o ACIEMUSA. En el caso de AFIPA, ¿no? Se crea esta asociación para justamente mejorar este aprovechamiento de frutos amazónicos, ¿no? Y en el caso de ASIAMUSA, que es una organización de mujeres para transformar estos frutos amazónicos en cosméticos, ¿no? También en el 2020 ya se crea la organización de jóvenes Piratininga, que se enfoca a la piscicultura, ¿no? Actualmente los mayores ingresos en la comunidad corresponden a la recolección de castaña y es ahí bajo el PEGIP, este plan, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, se han hecho diferentes análisis, ¿no? A nivel del agroecosistema. En el nivel de agroecosistema se tiene la composición de la familia Chao Carvajal, las redes con las cuales se relaciona, como les he mencionado, las diferentes asociaciones. También se tiene el flujo, ¿no? Arriba, en el gráfico al lado del mapa, de los insumos y productos dentro del agroecosistema, la identificación de los diferentes subsistemas. Se tiene al lado la división de trabajo, donde se ve principalmente, en este caso, como también, ¿no? La esposa es quien se dedica más a la transformación de cosméticos, por ejemplo, al procesamiento del azaí, y el esposo principalmente a los trabajos del bosque, del sistema agroforestal, y abajo también se ve cómo el trabajo doméstico y los cuidados es diferenciado, ¿no? Donde se evidencia también el trabajo de las mujeres, ¿no? Que es mucho más, ¿no? En cuanto a a estas tareas, ¿no? Al lavado de la ropa, el cuidado de los niños, etcétera. Y finalmente abajo en el análisis cualitativo del atributo de autonomía se ve cómo en la parte verde más oscura, que corresponde al 2008, en los diferentes componentes que se evaluaron, se van incrementando hacia el 2023, ¿no? Hasta el 2023, perdón. Y bueno, solo para mencionar ahí algunos puntos, se han mejorado diferentes componentes como ser la capacidad de trabajo en el agroecosistema, también la disponibilidad de forraje, ¿no? Porque ellos tienen un subsistema que les permite generar maíz, por ejemplo, arroz y diferentes otros cereales, ¿no? También la disponibilidad de agua, porque ellos han con el tiempo accedido a sistemas de provisión de agua en la comunidad. También la disponibilidad de tierra, porque ellos ya tienen una titulación. También en relación a las semillas, ¿no? Ellos también ya, bueno, en general, ellos con este plan de gestión integral de bosques permiten, ¿no? Que se dé también una que continúe, ¿no? La reproducción de la castaña, entonces no hay una devastación de estas especies, ¿no? Y bueno, entonces en general se da un incremento en la autonomía, en el indicador de autonomía en este estudio, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas consideraciones finales para el caso de estudio en Jericó. Bueno, la acción colectiva, en relación a la acción colectiva regulada, se tiene este plan de gestión, también basado en normas comunales que van a establecer las reglas claras para el uso sostenible de este bien común, que en este caso es el bosque con los frutos amazónicos. También se da la titulación y organización a través de que la propiedad familiar de las parcelas de bosque asegura el acceso y la responsabilidad, ¿no? Al bien común. Se tienen asociaciones que permiten también esta gestión de bienes comunes de una mejor manera y que involucran también a hombres, mujeres y jóvenes. Se tienen beneficios económicos y ecológicos. El bosque es manejado sosteniblemente, es la fuente de ingresos muy importante para la comunidad y bueno, se evita también la deforestación, ¿no? Preservando a la vez la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria de la familia. En conclusión, Jericó demuestra una gobernanza comunitaria, ¿no? Muestra un modelo efectivo para la preservación de los bienes comunes que genera resiliencia y una transición ecológica justa. Ahora paso la palabra a Paulo para las conclusiones. Gracias, Amira. Bueno, sei que o tempo já está. Vou mais alguns 3 minutos para cerrar, mais 3. Bueno, primero esto de autonomía. Esto aquí es un gráfico promedio de todos los agroecosistemas y vemos que hay cuando hay una perspectiva agroecológica, lo que vemos es por un lado, el lado izquierdo del gráfico vemos dependencia a los mercados, mercado de insumos, de servicios. No hay crecimiento de dependencia a mercados. Ou, por el contrário, muitas vezes melhora lo que dependíamos antes, deixamos de depender. Então, esse é um padrão comum a todos os estudos. Pero
o maior efeito é o efeito do lado esquerdo, que aqui é a base de recursos autocontrolada. Ou seja, como disse a Mira, melhores suelos, melhores mais forragem, mais semilhas, mais acesso à água, maior capacidade de trabalho, ou seja, recursos locais autocontrolados por la própria comunidade. Aqui estão os bienes comuns. Ou seja, é uma trajetória onde a autonomia é possível um crescimento econômico sem utilizar, regenerando a base biofísica e a base cultural e social. Ou seja, não há um antagonismo, porque eram, em geral, famílias que partem de uma situação de pobreza, não? Pero que crescem sua própria base de recursos autocontrolada, seja natural, com recursos locais, a biodiversidade, suelos, água, pero também com relações sociais, novos mercados, novas lógicas, processos de cooperação local. Tudo isso é uma base de recurso que é dentro da parágua de bienes comuns. Então, essa é a primeira questão, que isto é uma evidência de uma transição que é ecológica, a la vez que distribui a renta, não? Entre homens e mulheres, e entre os a renta se queda mais para o trabalho e não para o capital. Bueno, o segundo, dialogando com o tema de políticas públicas. Comum ni é público ni é privado. É uma terceira categoria que devemos introduzir na lógica de pensar as trajetórias de desenvolvimento. Sempre estamos em los dois polos, ou é público, ou defendemos o Estado, ou defendemos a iniciativa privada. Pero há um terceiro fator. E defender, e o princípio do comum não significa que não haja Estado e que não haja mercado, pero necessita de outro Estado e de outros mercados para que tenha os comuns. Então, é um reequilíbrio de relações econômicas. Não é a negação do Estado, pero necessitamos outro tipo de política pública que fortaleça. Então, o rol do Estado, das políticas, não é de impulsar o desenvolvimento, é de fortalecer a capacidade da gente, de los territórios, de los mediadores, de construir uma economia de comunes, a agência social local, não? De los territórios, de las comunidades. Então, o reconhecimento de las capacidades coletivas, de los sujeitos colectivos, de transformar suas próprias realidades. Então, necessitamos de políticas que lo reconozcan. Bueno, então, a ação do Estado ou omissão do Estado genera ou contribui à expansão da modernização agrícola e outros empreendimentos empresariais generam uma mercantilização, para terminar, e uma destruição de los bienes comunes. Não? Lo que vemos é que a luta por la democracia, como acaba de mostrar o caso de Bolívia, abre espaço para cambio institucional de políticas que apoiam, como o programa de manejo integral do território, como o programa de apoio às semilhas crioulas e outros. É estratégico fortalecer grupos de mulheres e jovens, e a relocalização dos sistemas agroalimentários é condição essencial para fortalecer uma agricultura de base campesina, indígena, que recupera e defende os bienes comuns. Bueno, e para uma coerência epistemológica com tudo que debatíamos hoje por la manhã, que o próprio conhecimento como comum, como fazer uma IAP, métodos de integração com as comunidades, como a academia interactua com as comunidades para coproduzir conhecimentos que dê utilidade para a academia e para as comunidades. Então, se não tratamos também o conhecimento como um comum e não como uma mercancia, não logramos processos de transição justa. Então, há um rol muito importante para a própria academia. Bueno, aqui é uma portada do livro da investigação que vai ser sacado agora em mês próximo no Congresso Brasileiro de Agroecologia, e já está. Graças. Veio uma das investigadoras, Payá, de Argentina, está entre nós. Graças, Payá. Merci.
On va accueillir Marie Claver, si je ne me trompe pas, qui doit être dans le Zoom, mais dans une autre salle du Zoom, c'est ça? D'accord. Est-ce... Ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Et en fait, j'ai un problème avec ma caméra, raison pour laquelle vous n'allez pas me voir. Est-ce que je vous partage le droit d'administration pour partager l'écran? Non, ça doit être... Non, je le fais oralement. Ah oui, c'est Parce en que bas. j'ai pas en fait présenté, j'ai pas en fait préparé une présentation PowerPoint. Vous n'en avez pas préparé? Non, je le fais D'accord, oralement. très bien. OK. Eh bien, on vous écoute. Ah, bonsoir à tous. Moi, c'est Marie Claver de Bangom. Je suis agent de Caritas Kaolack, agroforestière de formation et en même temps doctorante également. Je travaille sur tout ce qui est salinisation des terres au Sénégal. Je tiens d'abord à vous remercier également pour cette invitation et pour l'opportunité de partager avec vous cette expérience. Comme vous le savez aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui un moment charnière pour l'avenir de notre planète et de nos sociétés. Il y a le dérèglement climatique qui est là, la perte de la biodiversité, l'appauvrissement des sols, l'insécurité alimentaire, mais surtout également les migrations forcées qui sont en, qui sont en fait les signes les plus visibles. Ces défis ne sont pas seulement environnementaux, ils sont aussi sociaux, économiques et politiques. C'est dans ce contexte également qu'une question s'impose à nous. Comment articuler ou bien comment penser et mettre en œuvre une transition écologique qui soit à la fois durable et juste. Là également, il ne s'agit pas seulement d'enseigner de nouvelles pratiques agroécologiques dans les périmètres ou bien au niveau des champs écoles paysans, mais il s'agit aussi de renforcer la capacité en fait de nos communautés, surtout par rapport à la gouvernance locale, de valoriser également ces savoirs traditionnels-là ou bien ces connaissances empiriques, de favoriser surtout l'inclusion des femmes et des jeunes et de créer également des espaces de solidarité et d'entraide autour de la gestion des ressources naturelles. Quand on parle d'espace de solidarité et d'entraide, c'est tout juste par rapport à ces communautés de pratique, ces lieux d'échange également qui permettent également à ces communautés également de prendre des décisions de comment faire également pour gérer autant ces ressources naturelles-là qui sont définies comme des biens communs. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'expérience de Caritas Kaolack. En fait, pour cette communication également, peut-être on va scinder en fait tout ce qui est bien commun en trois axes fondamentaux. Le premier axe concerne surtout les communs écologiques, qu'on appelle en fait tout ce qui est transition écologique tout juste. Que ce soit la terre, que ce soit l'eau, en fait, ce sont des ressources vitales, mais aujourd'hui, ces ressources vitales-là sont menacées. Or, lorsqu'elles sont perçues non comme des biens privés, mais comme des biens communs, elles invitent à une gestion plus équitable et durable. Caritas Kaolack agit en fait dans ce sens en promouvant des pratiques agroécologiques simples mais efficaces, telles que tout ce qui est fabrication de compost phytosanitaire, l'utilisation d'engrais organiques, que ce soit les biofertilisants et les biopesticides qui sont fabriqués à partir de ressources locales disponibles, mais également le paillage en intégrant également des plantes ressources comme le vétiver qui permettent également de préserver l'humidité et de faire en fait une gestion rationnelle de l'eau. Ou encore l'aménagement de ces périmètres maraîchers, parce que nous accompagnons en fait ces communautés à avoir des périmètres maraîchers où sont testées et diffusées de bonnes pratiques agroécologiques qui redonnent en quelque sorte vie à la terre. Caritas Kaolack également fait partie d'un programme, le programme agroécologie Sahel, et l'ensemble également des pays qui sont dans ce programme s'activent chacun dans sa zone d'intervention pour promouvoir davantage l'agroécologie, faire de telle sorte également que ces communautés soient résilientes également face aux effets du changement climatique. À cela s'ajoutent également les mises en défense. Nous accompagnons ces communautés également dans tout ce qui est gestion, protection de ces mises en défense-là. Ces zones, en fait, sont protégées des coupes et qui permettent à la végétation de se régénérer naturellement.
Ce retour de la végétation améliore la biodiversité, mais également elle redonne aux communautés des ressources indispensables, telles que le bois de chauffe, telles que également le fourrage, mais l'essentiel, c'est les semences locales. Parce que quand on parle de semences également, ça fait partie également des biens communs. Le fait également de préserver la forêt permet à la forêt de se régénérer. Et là également, on peut collecter également des semences à partir de ces espèces forestières-là. Ces méthodes également démontrent qu'une agriculture durable est possible dès lors que les ressources locales sont valorisées comme des communs au service de tous. Comme autre axe également, nous pouvons parler également de l'axe social à travers les champs écoles paysans où on fait de la recherche-action avec l'université, avec les instituts de recherche également, parce qu'on doit avoir des évidences scientifiques également pour montrer que tout ce qu'on fait ou bien tout ce qu'on est en train de promouvoir en termes de bonnes pratiques agroécologiques est une alternative également à tout ce qui est agriculture conventionnelle. Caritas Kaolack favorise également une mise en commun de ces savoirs-là. Il faudrait également se dire que dans la recherche-action également, le savoir, on doit partager ce savoir. Le savoir se partage, ça se transmet. Parce que quand on est en fait dans l'action elle-même, ces communautés-là également ont des connaissances empiriques. Nous, on a nos propres approches ou bien nos connaissances. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir également échanger ces connaissances-là pour que ces communautés-là puissent en bénéficier ou bien vice-versa. Ces espaces également ne sont pas de simples lieux de formation, mais également de véritables laboratoires collectifs. Chacun y apprend, on expérimente, on échange. À la longue également, les producteurs se forment ensemble à la fabrication de tout ce qui est biofertilisant, à l'utilisation rationnelle également ou bien à la gestion rationnelle de l'eau, à la régénération également de tout ce qui est sol. En fait, cette dynamique-là renforce la cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas faire une intervention sans qu'il y ait en fait cette cohésion sociale. Et l'action de Caritas Kaolack vient en fait renforcer cette cohésion sociale-là qu'on trouve sur le terrain et qui favorise davantage l'inclusion des femmes et des jeunes. Oui, parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pour ces communautés-là, ces communautés marginalisées telles que les jeunes et les femmes. Et davantage, on voit également que ces femmes et ces jeunes apportent innovation. Ils apportent beaucoup d'énergie et créativité et deviennent ainsi acteurs à part entière de la transformation qu'on veut réellement. Ainsi, cet axe social-là permet également à la transition écologique d'être autonome. En fait, quand il y a l'aspect social également, les communautés également ont une dimension d'équité et d'autonomisation, ils sont autonomes. À part cela également, il y a l'autre dimension, la dimension économique. Parce qu'on ne peut pas parler d'agroécologique et laisser de côté également tout ce qui est dimension économique. C'est le fait également de donner aux communautés rurales et en particulier les femmes les moyens d'être autonomes, de décider de leur territoire. Et cela également, Caritas accompagne ces groupements de femmes à travers des formations en gestion d'épargne et de crédit solidaire qui permettent également aux femmes de mieux contrôler leurs finances, d'investir dans leurs activités et de soutenir leur famille. La valorisation également des produits transformés localement. Nous les accompagnons à mettre en place également des périmètres maraîchers. Il y a les légumes qui sont là, des légumes sains. Mais aujourd'hui également, ils valorisent également ces produits transformés et créent également des filières de revenus complémentaires. Ainsi, les femmes ne sont pas seulement productrices, elles deviennent actrices économiques, capables d'investir, d'épargner. Elles ont en fait également des décisions à prendre également dans leur ménage. Enfin, le volet politique. Aujourd'hui, on se dit qu'aucune transformation durable n'est possible sans une dimension politique. Les communs politiques renvoient surtout à la capacité des communautés à participer aux décisions, à gérer leurs ressources collectivement et à influencer les politiques qui les concernent. Concrètement, pour Caritas Kaolack, nous, on accompagne également ces communautés à la mise en place de comités villageois de gestion également de ces ressources naturelles ou bien de ces biens communs-là.
Ces structures permettent également aux habitants de définir également des règles communes pour l'accès à l'eau, pour la protection des zones de mise en défense, pour ne citer que ceci. Et également, on constate que cette co-responsabilité renforce le sentiment d'appartenance. Au-delà même de la gouvernance interne, il y a un travail de plaidoyer qui est mené pour que les autorités locales et nationales reconnaissent le rôle central de ces communautés-là dans la transition agroécologique. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, on ne peut pas parler de transition agroécologique, de promesse des communs, sans pour autant intégrer ou bien sans pour autant donner la place à ces communautés-là. Elles jouent également un rôle central dans tout ce qu'on fait au niveau de la base. Par exemple, les expériences reçues également de mise en défense, de transformation sociale sont présentées aux décideurs pour inspirer également les politiques publiques favorables également à tout ce qui est transition agroécologique, à tout ce qui est également gestion durable des ressources naturelles qui sont en fait inclus dans la transition écologique. Maintenant, ces trois axes-là, que ce soit l'axe social, non, l'axe environnemental, écologique, l'axe social, l'axe socio-économique et le volet politique, ne sont pas indépendants. En fait, ces axes-là sont interconnectés. Restaurer la terre et l'eau n'a de sens que si les savoirs sont partagés et transmis. Et enfin, partager les savoirs n'a d'impact que si les communautés peuvent décider ensemble de l'usage de leurs ressources. Et la gouvernance locale ne devient réelle que lorsqu'elle s'appuie sur des pratiques concrètes qui prouvent que la durabilité est possible. Il faudrait également que ces communautés-là puissent s'engager, puissent dire que c'est nos biens communs, c'est notre territoire, nous voulons un changement, nous voulons également que ce changement-là soit un changement réel. Et là également, il faudrait également que toutes les entités, que ce soit les chercheurs, que ce soit les organisations de la société civile, qu'on ait en fait la même approche ou bien en fait les mêmes approches ou bien les mêmes définitions également de tout ce qui est transition écologique. Parce que comme le disait tout à l'heure un des communicateurs, il y a beaucoup de définitions également de la transition écologique juste ou bien beaucoup de définitions de la transition agroécologique. Il faudrait également à un moment donné qu'on puisse s'accorder en fait sur ces définitions-là, qu'on puisse également expliquer carrément à ces communautés-là, à ces parties prenantes-là, comment faire également pour que cette transition-là soit durable et juste au niveau des communautés. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais présenter comme expérience qu'on est en train de faire avec nos communautés au niveau du Sénégal. Et je pense également que c'est ce même travail également que le programme PAES est en train de faire également dans sa zone d'intervention. Il y a également tout ce qui est webinaire, tout ce qui est partage d'expérience qui nous permet, nous, en tant qu'équipe de projet, de pouvoir assimiler, de pouvoir en fait comprendre également certains thèmes qui sont difficiles pour les producteurs ou bien pour les communautés. Et là également, nous, on repart à la base pour introduire, pour sensibiliser davantage ces communautés-là à tout ce qui est interconnexion ou bien à tout ce qui est changement de paradigme, comment elles doivent faire également pour que ces pratiques-là soient également ancrées au niveau de leur zone d'intervention. Merci beaucoup. Eh bien, merci à nos panélistes. Je suis ravi de donner la parole à Franck Poupeau, qui est directeur du CREDA, donc un laboratoire de recherche sur l'Amérique latine qui est juste à côté d'ici. Mais Franck revient cette semaine, enfin depuis hier de Bolivie. Donc nous lui avons demandé avec les organisateurs une réaction un peu à chaud après les trois présentations qu'on vient d'entendre. Qui l'agrémentera peut-être de ce qu'il vient d'observer sur le terrain suite aux élections qui ont mis fin à
de longues années de présidence du parti d'Evo Morales au pouvoir. Merci Franck. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Raphaël, merci à Pierre-Louis en particulier. Voilà, je suis très content de pouvoir à la fois écouter, pouvoir essayer d'échanger. Voilà, je vais essayer de rebondir sur les deux, trois interventions. Je ne sais pas comment il faut qualifier les deux interventions. Voilà. Voilà, qui étaient très très riches et qui avaient quelques points communs sur lesquels je vais revenir et auxquels je vais essayer de poser quelques questions. Alors, à la lumière de mon expérience à moi, je connais pas très bien le domaine de l'agroécologie, je connais pas du tout le Sénégal. Voilà, je connais un peu plus l'Amérique latine, mais on a vu la diversité des cas qui est vraiment très 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 forte. Voilà, donc c'est un peu une gageure d'essayer de synthétiser tout cela. Alors, en même temps, on est en terrain connu sur les communs, mais justement, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir s'arrêter. Et voilà, je vais aborder 3 ou 4 points qui me semblent revenir dans les deux présentations, ou en tout cas ouais, ou alors en tout cas qui peuvent me permettre de développer un certain nombre de questions. La première, ça sera sur l'importance du type de ressources qui est géré. La seconde, c'est beaucoup plus sur la relation on va dire, à l'économie qui est abordée dans les deux cas et en particulier au marché. La troisième, ça sera l'importance qui a été valorisée au niveau des capacités des communautés et des gens qui en font partie. Ça me semble un point extrêmement important. Et la dernière, c'est ce qui a été d'un côté appelé le volet politique, mais qui touche au rôle de l'État. Et voilà. Et donc, je vais en profiter pour aborder tout un ensemble de tensions qui traversent cette gouvernance, ce qu'on appelle généralement la gouvernance des communs. Voilà, et il y a deux grandes tensions qui m'apparaissent assez clairement à écouter les deux interventions. La première, c'est entre une forme de gestion communautaire et les structures sociales qui correspondent, c'est-à-dire l'entreprise familiale. Il y avait plusieurs cas de figure que je ne suis pas tout à fait arrivé à déterminer, mais il y avait parfois des communautés qui étudiaient, mais d'autres fois, c'était un certain nombre de familles qui étaient au cœur de la gestion. Voilà, et cette entreprise familiale pose un certain nombre de questions, j'y reviendrai. Et l'autre tension, c'est entre l'exigence de gouvernance des communs, l'exigence d'autogouvernement et la tension avec l'État. Et je reviendrai sur la conclusion sur laquelle je suis vraiment très très content que la discussion porte sur ce problème de l'État. Alors, ce qu'on appelle généralement gouvernance des communs, et ma question va finalement porter sur la façon de penser ces gouvernances. Ce qu'on appelle gouvernance des communs, c'est beaucoup né à la suite vous le savez sans doute mieux que moi, à la suite d'un débat sur la tragédie des communs, sur un usage non régulé de propriété. C'est le fameux texte de Thomas Sardine auquel Elinor Ostrom a répondu d'un point de vue de l'économie néo-institutionnelle en disant non, la privatisation n'est pas obligatoire. Par contre, il se peut qu'il y ait des formes d'auto-organisation au niveau local qui permettent de gérer les biens et les biens communs. Alors, je ne sais pas si c'est utile que je rappelle les typologies des biens d'Elinor Ostrom, mais entre les biens rivaux et non rivaux, les biens excluants, non excluants. En gros, quand on parle des communs, dans le sens où ça a été parlé ici, a priori avec l'agroécologie, on est dans le cas des common pool resources, qui sont à la fois des biens non excluants et rivaux. Voilà, c'est-à-dire des ressources renouvelables et dans les cas particuliers étudiés conformément à ce que racontait Ostrom, des petites communautés avec des biens en faible quantité renouvelables surtout. C'est important parce que si on est sur d'autres types de biens, par exemple, mais je pense que ça peut aussi varier énormément la classification de ces biens. Voilà, pourquoi j'insiste sur le type de biens et le type de ressources, parce qu'en gros, dans le paradigme d'Ostrom, il y a 3 critères pour comprendre la gouvernance des communs. Il y a le type de ressources, ça peut être classiquement de l'agroécologie, ça peut être une pêcherie, ça peut être un bosque et une forêt. Voilà. Il y a les règles de droit et il y a le type de propriété.
Et là, on va avoir des tensions qui sont très très fortes, me semble-t-il, sur lesquelles je vais revenir. Mais du coup, voilà, on est typiquement dans les common pool resources avec des biens rivaux et non excluants, où ce qui est questionné ensuite, c'est la capacité à renouveler. Alors après, il peut y avoir des classifications qui changent. Par exemple, s'il y a des sols trop contaminés, mais ça peut être le cas d'un cours d'eau qui devient irrémédiablement contaminé par une mine. Voilà, on n'est plus tout à fait dans le cas d'un bien renouvelable. Donc ça complique la réflexion à ce niveau-là. De même, la question sur les droits de propriété, là, il aurait fallu, je ne connais pas les cas de figure, tous les cas abordés, mais par exemple, sur le cas bolivien, qui est ce que je connais le mieux, on a des formes de propriété privée qui peuvent concurrencer des formes de propriété collective d'une communauté. Voilà, si vous rajoutez à ça les effets d'une réforme agraire plus ou moins menée, voilà, on arrive à des systèmes un peu compliqués en termes de gestion. Voilà. Alors, en gros, me semble-t-il, la question qui se pose, enfin que je me suis posée tout le temps en écoutant les deux exposés, c'est finalement quels sont les... voilà, quand on pose le problème de la gouvernance des communs, quelles sont les conditions, et c'est la question que posait Ostrom et qui a été déplacée en Amérique latine, je vais vous expliquer pourquoi, quelles sont les conditions sociales et écologiques, ça c'est important parce que ça a été présenté par Pablo et Amira aussi, quelles sont les conditions sociales et écologiques pour qu'il y ait ce type de gouvernance. L'intérêt du cas latino-américain, et là je parle à travers la Bolivie, et pour quelqu'un qui a, comme moi, je ne sais pas si c'est le cas de notre intervenante bolivienne, mais qui a vécu, été marqué aussi par la guerre de l'eau, c'est le passage d'une gouvernance des communs à une politique du commun. Voilà, c'est-à-dire, on n'est pas seulement dans un cas de gestion d'une ressource partagée, plus ou moins partagée, ou qu'il faut rendre partageable, mais on est dans le cadre d'une recherche politique, ça a été mentionné par Marie Clavet aussi, d'une recherche politique de forme d'autogouvernement et dont la relation à l'État est ambiguë. Voilà. Ou peut-être ambiguë. Et je pense que, comme ça a été très très bien souligné, paradoxalement, sans État, il n'y a pas d'autogouvernement. Voilà, mais ça, je vais y revenir par la suite. En tout cas, c'est la conclusion que je partage avec l'enquête qui a été menée sur l'Amérique latine. Alors voilà, ce passage d'un raisonnement en termes de gouvernance des communs, c'est-à-dire de ressources plurielles, de biens, voilà, à exploiter, renouvelables, etc., à quelque chose comme le commun qui réside non pas dans la ressource en tant que telle, mais dans les formes d'organisation, c'est quelque chose qui a émergé depuis les années 2000. Moi, c'est la guerre de l'eau de Cochabamba qui m'a alerté là-dessus et qui a été un mouvement important pour comprendre le questionnement politique sur les conditions d'acquisition de formes d'organisation. En gros, à Cochabamba, qu'est-ce qui a permis le fait de passer le fait de résister à un mouvement de privatisation et d'essayer d'établir, même si ensuite ça a été très très compliqué à avoir pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir ensuite, à avoir une gestion commune qui n'a pas forcément réduit les inégalités, ça a été la capacité politique d'auto-organisation qui a été travaillée dans les syndicats, notamment les syndicats d'irrigation, mais qui a permis de transformer une exigence de gestion commune en une volonté politique commune de construction. Voilà, qui a mené plusieurs années ensuite à un accès à un processus de changement via des élections, tout ce qu'il y a de plus officiel. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je suis désolé, j'ai été un peu long, j'ai peut-être dit des évidences sur les paradigmes. Il y a une chose en commun malgré tout, et que moi j'aimerais questionner ici entre la façon de penser néo-institutionnaliste à l'Austrom sur la gestion des ressources, et puis la politique du commun, telle qu'elle a été instaurée, notamment en Amérique latine, mais telle qu'on l'a vu, exprimée plusieurs fois, aussi bien sur le cas sur le Pérou, Colombie, Brésil et au Sénégal. C'est l'idée, à mon avis, qui est qu'il faut questionner, parce qu'elle n'est pas si évidente, et je pense que paradoxalement beaucoup des résultats l'infirment. C'est questionner l'idée que c'est au moyen d'une gestion locale et communautaire qu'on arrive à une gouvernance des communs. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a marqué
la pensée, on va dire, depuis les années 60-70, depuis le rapport Meadows, hein, la question des limites. On répond à la question des limites en disant qu'il faut penser global, mais il faut agir local. Et la paradigme, aussi bien des économistes des communs à la Ostrom, gestion locale, quelles sont les formes d'auto-organisation d'une petite communauté, comme la pensée politique, souvent anti-étatique par ailleurs, des mouvements sociaux pour le commun en Amérique latine. Alors sur les ressources naturelles, hein, mais pas seulement, sur les exigences de participation politique, sur d'autres types de communs, y compris de connaissances. Ça a été de penser que ça se résout au niveau de la communauté locale et de la gestion locale. Alors c'est quelque chose qui me semble est mis en question par ces deux tensions que je vous ai évoquées tout à l'heure entre la communauté et l'économie familiale et entre l'autogouvernement et l'État. Alors je vais commencer par, et puis voilà, après voilà, c'est un peu des questions, c'est des commentaires et des questions. Donc la première, voilà, ça a été abordé plusieurs fois, c'est à partir du moment où on reste sur des biens communs, on voit qu'on a affaire sans arrêt à la question de la relation à l'économie. Ça m'a marqué dans l'exposé sur le Sénégal. Ça m'a marqué aussi dans la présentation d'Amina et de Pablo, la relation au marché. Avec, vous le mentionnez, peut-être c'est là où j'ai des questions, quelles sont les relations au marché qui sont le moins susceptibles d'empêcher une gestion commune. Et ça, c'est pas évident, par exemple. C'est pas évident parce que quand vous avez une structure d'économie familiale, où vous êtes en concurrence pour l'accès à un petit marché. Ça peut être un petit marché local ou un petit marché régional. Je pense à des cas comme la quinoa en Bolivie, par exemple. Est-ce que une gestion commune n'est pas, c'est évident la façon de le formuler comme je le fais, est-ce qu'une gestion commune n'est pas mise en péril par les concurrences entre les entreprises familiales? Alors qu'est-ce qu'on constate? Qu'au niveau des communautés qui composent au niveau des compositions des communautés, il y a d'autres formes d'organisation, alors qui sont un peu locales, mais pas seulement. Il y a des organisations coopératives. Voilà, et ça, c'est. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. J'ai étudié les coopératives d'eau, mais c'est pas du tout les mêmes fonctionnements qu'une coopérative. Donc j'espère que je ne vais pas dire d'énormité, mais dans le cas, par exemple, bolivien. Il a fallu tout un ensemble de conditions sociales pour que les formes d'organisation, on va dire, familiales soient dépassées par une organisation coopérative qui va s'établir entre différentes communautés, par exemple. Et en particulier, alors je reprends le cas de la quinoa que j'ai pu observer, il y a eu des projets assez importants de l'IRD, en particulier en Bolivie sur le sujet. Concurrence des grandes entreprises péruviennes, notamment, qui achètent des stocks de quinoa, organisation en retour des producteurs, et ça suppose à la fois des modes des capacités d'organisation qui étaient souvent présentes dans les communautés par un héritage du syndicalisme agraire, mais aussi pas vraiment par des formes de gestion communautaire classique, hein. Mais ça a été aussi permis paradoxalement par la construction d'infrastructures étatiques qui ont permis à ces communautés d'être en relation et d'avoir un autre accès au marché. Alors voilà, d'où ma question. Paradoxalement ici, on voit que l'accès au marché ou la transformation des relations entre les communautés et le marché sur lequel se font les choses va pouvoir générer du commun, va pouvoir générer une gestion commune. Et c'est très paradoxal, puisque, alors je ne sais pas s'il y a eu ce cas-là chez vous, moi c'est quelque chose qui m'a pas mal fait réfléchir. Voilà, c'est par un changement d'échelle à un niveau non local, dû à une augmentation des niveaux de vie, dû aussi à une prolifération par ailleurs des outils de l'économie informelle, notamment les chutos, les voitures voilà, qui permettent d'autres formes de mobilité, mais aussi ces infrastructures qui ont permis de déplacer les formes non seulement de mise en commun de la production, mais les formes d'échange et les formes d'économisation du bien. C'est ça qui a permis de reconstituer quelque chose comme une organisation communautaire à un autre niveau qu'au niveau local.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'interroge et du coup la relation au marché elle est compliquée j'ai trouvé ça peut-être c'est un cas à part ou un peu miraculeux pour résoudre cette tension entre la gestion communautaire qui dans beaucoup d'autres cas ne marche pas du tout, cette tension avec l'entreprise familiale. Une grande partie des conflits environnementaux ou écologiques dans les forêts de l'Orient bolivien sont liés à ces dynamiques entre une gestion communautaire qui elle-même parfois est pas du tout ancestrale, hein, qui est le produit des réformes néolibérales par ailleurs des années 90 et des formes d'accès au marché par les entreprises familiales qui ne suivent pas du tout des formes de gestion collective telles que la gouvernance communautaire l'appellerait. Voilà, alors, secondo, voilà, ça a été le point qui, moi, m'a le plus marqué, c'est l'idée que, du coup, comment garantir, voilà, moi, c'est une vraie conviction, je l'ai observé sur les coopératives d'eau, où, avec les transformations générationnelles de relation à la politique, les transformations ensuite de la relation à la communauté locale, la plupart des coopératives d'eau, moi, c'est dans des régions périurbaines, je finis en 2 minutes, hein, que j'ai étudié ça, et alors pas dans le campo, et ça c'est vraiment un autre problème, notamment parce que les systèmes d'irrigation ont des formes de gestion collective beaucoup plus consolidées, mais en tout cas dans les coopératives d'eau que j'ai pu observer, qui étaient en contact avec les réseaux urbains et qui se mettaient dans les interstices des réseaux urbains, toutes les coopératives qui n'ont pas reçu un soutien de l'État, ont tendance à ne plus fonctionner. Voilà, par des problèmes de transmission générationnelle, par des problèmes aussi ça veut dire quoi transmission générationnelle? Ça veut dire des problèmes de transmission des compétences surtout, et des capacités économiques, y compris de faire venir des compétences avec un ingénieur qui s'occupe de purifier l'eau et de transmettre ça aux habitants des quartiers concernés. Voilà, donc cette tension, enfin comment dire, cette tension entre l'existence de gestion collective où il y a une capacité d'auto-organisation, voire d'auto-gouvernement dans des secteurs spécifiques qui naît, et le soutien de l'État. Alors, petite parenthèse, dans le monde rural, justement, il y a eu un tel effort fait en direction du monde rural que justement, s'il y a eu des formes de gestion communautaire qui ont pu s'implanter, c'est aussi parce que beaucoup de ressources économiques et organisationnelles y ont été transférées pendant les mandatures Morales depuis 2006. Dans les secteurs périurbains que j'ai étudiés, c'était moins évident. Et justement, c'est un peu un cercle vicieux quand les communautés où les quartiers n'avaient pas la capacité de se mobiliser à reprendre des thématiques officielles pour promouvoir une forme d'auto-organisation qui allait reprendre des ressources, y compris indigènes, voilà, en se présentant dans le quartier. Ça, je renvoie ça à un article qu'on avait publié avec Claude Le Gouil, je crois que c'était dans Politics il y a quelques années. Voilà, la gestion, Claude Le Gouil, qui est un chercheur IRD qui est en Bolivie en ce moment, voilà, la gestion communautaire s'effondrait. Voilà. Alors, et je termine là-dessus. Du coup, comment assurer ces transmissions de capacités? Je pense qu'un des vrais problèmes du parti d'Evo Morales qu'il y a eu, ça a été l'abandon de certaines formes d'éducation populaire. Il y a eu des politiques publiques très top-down qui ont été faites. Il y a eu des tentatives de capacitation aussi par en bas, hein, bottom-up comme on dit, mais en termes d'organisation, j'allais dire horizontale, en termes d'éducation populaire, voilà, il y a eu un grand vide qui est en train de se payer maintenant avec la prolifération de l'économie informelle et la victoire en fait des esprits auto-entrepreneurs, y compris dans les communautés où ça se passe. Alors je ne connais pas assez les communautés que vous avez étudiées et le cas de l'agroécologie et des formes d'organisation rurale, mais en tout cas dans les zones de l'entreprise familiale, que ce soit dans les communautés ou dans les villes, voilà, la vie collective a été petit à petit fragilisée par la puissance de ces économies familiales qui aujourd'hui sont le ressort de l'économie informelle, qui est 85% de l'économie du pays. Alors, du coup, quels sont les modes de transmission des capacités, des compétences dans les communautés? C'est un peu la question qui m'intéresse par rapport aux exposés. Comment ça se produit? Est-ce que c'est des héritages? Est-ce que ça se fait par des moyens plus institutionnels? Par exemple, en Bolivie, il y a eu une tentative d'instauration d'une éducation productive.
voilà, en liaison avec les communautés. Alors, communautés en matière rurale, mais ça peut être aussi des métiers productifs sur d'autres types d'activités, mécaniques, etc. Voilà, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça, des échanges avec un secteur plus institutionnel? Et voilà, simplement pour dire que je trouvais vraiment intéressant cette idée que, effectivement, et je pense que l'État bolivien a eu du mal à transformer ça, a voulu le faire, mais ça requiert des conditions sociales et politiques très compliquées pour ne pas seulement rester un vecteur de développement que l'on veut impulser, mais ce que vous avez employé comme mot pour un rôle de soutien, de consolidation des capacités à produire la gestion commune. Et ça, ben, on est en plein dans ce qui s'appelle l'éducation populaire, on est en plein dans voilà, et on est en plein dans le passage de la gouvernance du commun à la politique du commun, justement, en termes de construction de capacités collectives à penser politiquement ce qui est généralement pensé comme de gestion technique ou écologique. Voilà. Alors je sais pas, j'étais un peu long, je sais pas si j'étais très très clair, mais en gros c'était les questions que j'avais envie de vous poser. Je sais pas si elles sont très claires, mais bon, voilà. On va du coup avoir le temps d'entendre vos retours. Peut-être essayer d'être bref, 5 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, autour de la transmission, je pense le point que vous avez abordé, sans y revenir beaucoup, Franck, la question du rapport à l'État. Est-ce qu'on peut organiser une mise en commun sans derrière avoir en fait un État qui considère un minimum ce genre d'initiative, hein. On le voit au Brésil avec Bolsonaro, en Bolivie on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon voilà, cette question de comment influer sur les politiques publiques. Paulo ou Amira ou Marie Claver, comme vous. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Hay muchas cosas para tratar. Sobre el tema de políticas públicas, bueno, interesante. El tema que hablé antes de cómo entender estas comunidades como microhistorias dentro de una macrohistoria, donde hay una macrohistoria en nuestra región de imposición de un régimen neoliberal y cómo este régimen neoliberal a poco va destruindo as condições objetivas e subjetivas da economia de comunes, que é o último ponto que ha tocado. Se tomamos a Polanyi, que dizia que o mercado é como o moinho satânico, não? O moinho satânico que vai destruindo a natureza, a sociedade e os comunes, não? Na verdade, o neoliberalismo promove a tragédia de los no comunes. E se estamos falando de transição ecológica justa, temos que apontar a esta questão. Esta é a questão central para tratarmos de como organizar uma economia que não esteja baseada em uma polarização entre o mundo privado e o mundo público, porque o mundo de comunes sempre existiu e sigue existindo, mas está sendo golpeado por las políticas neoliberales, não? Então, não somente do ponto de vista material, pelo ponto de vista subjetivo. Esta ideia da construção de novas subjetividades é fundamental, porque não há comum sem comunidade. E as comunidades estão sendo destruídas por uma mentalidade de competência em los mercados. Então, a gente se põe como empresários de si mesmos, não? Incluso campesinos, incluso que estão cada vez mais sendo impulsados ao moinho satânico, não? Ao moinho satânico que destrói não somente a base material, mas a própria subjetividade e sua identidade comunitária, que agora não se vê mais como um campesino ou como um agricultor familiar, mas se vê como um empresário, não? Isto
tiene que ver con las construcciones subjetivas. Y ahí estoy muy de acuerdo con el tema de educación popular. Nosotros, los partidos progresistas en Latinoamérica, lo veo que en Bolivia ha sucedido, en Brasil ha sucedido, que la posibilidad de tener en pleno momento neoliberal que vivimos, gobiernos más progresistas, pero con una mentalidad neoliberal, ¿no? Y ha abandonado exactamente la construcción de subjetividades, ¿no? De la comunidad. Entonces, nuestros movimientos sociales en Latinoamérica, la mayor parte de ellos han surgido en los 70, en los 80, cuando vivíamos ditaduras militares. ¿Cómo han surgido? Com a defesa de comunes em las comunidades, comunidades eclesiais de base, que discutiam a partir de sua realidade, a realidade da comunidade, e essas comunidades eclesiais de base eram comunidades de defesa de comunes. E de aí surgiram os movimentos sociais, os partidos políticos da esquerda, e depois que tomamos o poder institucional, abandonamos a educação popular, a educação crítica, a capacidade. Então, isto aí é a tragédia do não comum, não? Essa é a verdadeira tragédia do não comum. Então, me parece muito importante, sim, que temos que discutir o rol do Estado para construir uma economia expolar, fora dos polos. Não é o polo do público, o polo do privado. Os dois são necessários. Pero aí entra o tema dos mercados. Qual é o lugar do mercado em uma economia que... Então, necessitamos de economias com mercados e não economias de mercados. É outra coisa. Temos que regular os mercados. Os mercados são instituições reguladoras de poder. Não são manos invisíveis, não? Que funcionam com autorregulados. Isso é o pensamento liberal clássico, não? Nós temos que compreender que os mercados são instituições humanas para facilitar a vida social. Então, temos que regular. Então, os mercados regulados socialmente são mercados que têm o bem comum. Mercados territoriais são mercados que são híbridos entre o mercado e a reciprocidade, não, para retomar a Polanyi, não? São instituições híbridas. Então, por isso, na próxima gira do programa CORE, estamos com a intenção de estudar exatamente os mercados territoriais. E qual é o rol dos mercados territoriais para construir uma economia de comunes, não? E para a transição ecológica justa. Porque necessitamos deste tipo de mercado. Bueno, entonces hay muchas otras cosas, pero lo último punto es el tema de la gestión policéntrica y multiescalar. Tenemos comunidades que tienen sus capacidades, pero si esas comunidades están el entorno cultural, econômico, institucional hostil, como em muitos casos vemos, esta comunidade tem sua capacidade de resistência hasta um ponto. Então, há que construir um ambiente institucional favorável, não, a reconhecimento, proteção e desenvolvimento dos comunes, não? E aí entra o tema das políticas públicas, do Estado e da regulação dos mercados. Bueno, dejo por aqui, havia uma série de outros pontos, pero dejo para as companheiras. Juste pour vous informer que Marie Claver me dit qu'il y a une pluie qui vient de s'abattre sur Kaolack, donc elle a plus d'électricité, elle est déconnectée, elle essaie de se reconnecter avec son téléphone. On va pas tarder à terminer en fait. Ouais. Donc on va peut-être, je ne sais pas si Amira veut avoir un mot de conclusion ou si elle est encore là. Sí, todavía estoy acá. Sí, quería simplemente, en base a la última reflexión que hicieron sobre las políticas públicas, ¿no? Creo que es posible, o sea, es difícil, pero es posible, ¿no? Y creo que hay diferentes caminos para que las políticas públicas puedan actuar en paralelo o en coordinación, podemos decir, con la gestión de los bienes comunes.
y lleguen a buen puerto, ¿no? En los estudios que hemos realizado se ven, ¿no? Algunos casos donde esta gestión y gobernanza de los bienes comunes se da a través de diferentes actores, ¿no? Está, por ejemplo, en el caso de Jericó, este plan de gestión integral de tierras y bosque es un instrumento de gestión del gobierno, ¿no? Y en algunos lugares funciona y en otras comunidades no funciona. Funciona cuando, por ejemplo, en la comunidad de Jericó, la comunidad se organiza y hace que funcione, ¿no? Y también se requiere el apoyo para que se viabilice este instrumento. En otras comunidades no ha funcionado siendo el mismo instrumento. Entonces, existen diferentes actores, mecanismos que van a hacer que funcionen. Y justamente en el estudio se está identificando estos mecanismos, ¿no? Para ver cómo se puede hacer para que funcione. Ahora, para lograr una política pública, también creo que lo mejor es desde la acción colectiva, ¿no? Desde las necesidades comunes. Un ejemplo que no está claro en el estudio es acá en Bolivia cómo se está generando lo que es la Estrategia Nacional de Agroecología a partir de la necesidad también de luchar contra lo que está pasando en relación a la expansión del agronegocio, las políticas en favor del agronegocio, ¿no? Entonces, es una lucha colectiva que se va generando desde los territorios y bueno, se va logrando. De hecho, ya estamos a puertas de aprobar esa estrategia. Y claro, viene todavía un camino por delante que es viabilizar, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más, ¿no? Las políticas públicas pueden darse, pero se requiere un conjunto de actores para que funcione. Gracias. Ben, merci Amira, merci à tous d'avoir contribué à cette table Allô, ronde sur les communs. Ouais. Ah, allez. Oui, oui, bien sûr, ouais. vous m'entendez? Ouais. Ok, excusez-moi, il y a une grosse pluie qui s'est abattue tout de suite là à Kaolack, qui a occasionné également une coupure d'électricité. Je vous laisse le mot de la fin, du coup, Marie Claver. Oui, oui, c'était juste en fait pour rebondir sur le marché. Nous également, nous avons des problèmes par rapport à la commercialisation parce que, comme on le dit, il y a beaucoup de gens également qui sont en train de promouvoir l'agroécologie au Sénégal. Maintenant, l'idée aujourd'hui, c'est au sein de ces périmètres même, en fait, il y a des organes qui sont là, organisés et qui gèrent la commercialisation. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur comment avoir en fait des marchés hebdomadaires en milieu rural, purement agroécologique, pour permettre également à ces femmes-là de mieux valoriser ces produits-là. D'où l'intervention également des collectivités territoriales. Il faudrait également que ces collectivités territoriales également puissent entrer également dans l'action de ce que les ONG sont en train de faire pour davantage accompagner ces communautés. Nous sommes en train de réfléchir également sur des niches écologiques, comme par exemple, il y a les universités qui sont là au niveau de Kaolack et qui ont besoin également de ces légumes-là au niveau de leur restaurant. Nous sommes en train également de dénicher, de pouvoir mieux accompagner ces communautés-là dans tout ce qui est commercialisation pour une meilleure valorisation également des produits agroécologiques. Aha. Maintenant, pour tout ce qui est aspect au bien commun également, il faudrait également qu'on puisse l'inscrire dans tout ce qui est politiques agricoles. Il faudrait également que nos politiques publiques-là soient davantage ancrées aux réalités des communautés. Il faudrait également que ces communautés-là, que ces entités-là puissent avoir un cadre de partage et d'échange pour qu'on puisse réellement gérer de manière concertée, partager ces ressources-là. Que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit également les semences. Il faudrait également que chacun puisse contribuer, chacun puisse également prendre des décisions, des initiatives également pour davantage préserver ces ressources naturelles-là qui sont en fait très vitales pour nous parce que sans ces ressources-là, on ne peut pas en fait développer quoi que ce soit dans tout ce qu'on est en train de faire dans le domaine de l'agroécologie. Merci beaucoup. Eh bien, merci
Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer. Je ne sais pas si quelqu'un de l'organisation du cours catholique veut reprendre la parole. Ah, il y a Romain, je sais pas. Est-ce qu'il nous entend? J'imagine que oui. Voilà. Je vous entends. Je vous entends très bien. Et ça marche du premier coup. Ah, ah, c'est chouette. Une petite synthèse sur cette table ronde sur la promesse des communs pour une alimentation digne, durable et équitable. Le contexte Paolo a posé, c'est que toutes les communautés sont influencées par la micro-histoire et que les communautés organisent les biens communs, comme par exemple les semences. Ces communautés sont en contact soit de l'économie de marché, soit de l'économie locale ou des deux. Et donc ça interroge sur la protection des biens communs et ça pose aussi la question des pouvoirs publics. Néanmoins, aujourd'hui, l'économie traditionnelle invisibilise une grande partie du travail et il s'agit de voir que l'économie totale, eh bien, c'est la somme de tout ce qui est visible aujourd'hui et surtout en ajoutant tout le travail invisibilisé, par exemple, le travail des femmes. Alors, pour illustrer ces expériences-là, on a eu des retours d'expériences de communauté avec une présentation de la démarche avec la méthode Loumé, donc la présentation des ateliers communautaires qui visent à cartographier des flux, à identifier les biens communs, par exemple comme l'eau et le territoire, pour à partir des résultats d'élaborer un plan de gestion intégral. Et les résultats sont intéressants puisque les bénéfices ils sont pour tout le monde et ça montre que l'agroécologie s'impose. Et ça, c'est grâce aux règles de gestion communautaire des biens communs qui ont été établies. Et ça a permis de faire une transition assez fluide. Voilà, la conclusion, c'était que le bien commun, c'était un nouvel équilibre qui doit être reconnu par les pouvoirs publics. Et Marie Claver nous a détaillé des biens communs, des communs écologiques, en illustrant comment est-ce que c'est fait avec le Caritas Kaolack, comme le déploiement des pratiques agroécologiques, comme le compost, le paillage, la régénération forestière, les communs sociaux qui visent à promouvoir les bonnes pratiques, à partager le savoir, et notamment en mettant au cœur de ces dispositifs les jeunes et les femmes. Les communs économiques qui doivent qui permettent de donner de l'autonomie financière aux femmes et de les former à cette indépendance. Et les communs politiques, c'est notamment toutes les actions de plaidoyer. Donc il faut travailler localement pour ancrer tous ces éléments auprès des communautés. Et comme ça a été développé sur la fin, tous ces communs, ça crée des tensions de gouvernance entre les types de ressources, l'économie, les capacités et l'État. Alors, la logique, ce serait de penser global et d'agir local. Néanmoins, ça reste un débat. Et dans en tout cas, c'est pas forcément une question qui s'impose, qui est d'une évidence folle à chaque fois. Et si c'est le cas, eh bien comment assurer la transmission de ces capacités dans les communautés? Comment organiser une économie sans polariser le privé et le public? Car pour avoir des biens communs, il faut des communautés et basculer ainsi d'une économie vers une économie traditionnelle à une économie de biens communs. Voilà ce que je vous propose de retenir de cette dernière intervention. Merci Romain. On se retrouve donc demain à partir de 9h30. Merci aux interprètes. On s'excuse pour le petit retard. Désolé.